Saga présente L'amour sous algorithme de Judith Duportail et lu par Elsa Pérusin. À mon très cher papa, disparu entre le chapitre 2 et le chapitre 3. Je t'avais interdit de lire ce livre. Tu avais répondu très bien. Aucun bon livre n'a été écrit en voulant satisfaire ses parents. Premier chapitre, 5 étoiles sur Blablacar. Je suis en avance au cours d'abdos fessiers. Je m'appuie contre le mur pour attendre. Le grincement de mes baskets sur le lino me rappelle l'EPS au collège, quand on patientait dans le couloir du gymnase mal chauffé pour une poussive heure de handball ou autre sport co que je détestais. Sauf qu'ici, la clim est bien réglée et je suis la seule à m'habiller encore pareil qu'à l'époque du collège. Je détonne au milieu des filles aux traces impeccables qui virevoltent derrière elles quand elles courent sur les tapis avec une aisance de gazelle. J'essaie de me laisser glisser doucement contre le mur pour m'asseoir par terre, mais mon t-shirt s'accroche à un coin d'un panneau d'affichage. Je ne m'en rends pas compte tout de suite, si bien qu'à mesure que je descends, je tire sur le panneau d'affichage et mon t-shirt remonte. Je reste bloqué à mi-chemin façon position de la chaise. Je ne comprends d'abord pas pourquoi la peau de mon ventre est à l'air, alors je reste interdite pendant quelques secondes. Une fille que je n'ose pas regarder me libère, en m'assénant un « C'est votre t-shirt, madame. » Madame. Nous sommes en 2014, j'ai 28 ans et l'on commence à me donner du madame plus que du mademoiselle. Ça me fait un tout petit peu mal à chaque fois, comme une écharpe dans le pied. Enfin installée sur le sol, j'attrape mon téléphone pour me donner une contenance. J'ai téléchargé Tinder ce matin. L'application de rencontre créée en 2012 a débarqué en France en 2013. Elle devient immédiatement populaire grâce à son design efficace. Ici, pas besoin de s'étaler. Si la personne vous plaît, il suffit de balayer l'écran vers la droite pour la sélectionner et vers la gauche pour la rejeter. C'est ce geste du pouce ou de l'index qu'on appelle le swipe. Si la personne que vous avez likée vous like aussi, c'est le match. Vous pouvez vous parler. Sinon, il ne se passe rien. Tinder et une inscription au club MedGym. Tout ça le même jour. Le parfait package post-rupture. Ai-je glissé sur Facebook Messenger à mon amie Zoé avec une assurance feinte à la hauteur de mon appréhension. Tinder et la salle de gym resteront toujours associés dans mon esprit à la conviction qu'il va falloir travailler, m'optimiser pour m'y démarquer. L'idée m'est venue ce samedi matin, après avoir vu une pub sur Facebook pour une salle de sport. Probablement rien d'un hasard. En février 2017, Facebook publie une enquête sur le comportement de ses inscrits après une rupture sur son site dédié aux marques Facebook IQ. L'article a depuis été retiré, mais il est toujours consultable car il a été repris par un grand nombre de titres de presse. Le réseau social s'adressait aux annonceurs en leur expliquant pourquoi il était judicieux pour eux de lui acheter de la publicité ciblée visant les internautes en post-rupture. Cette catégorie est particulièrement susceptible d'expérimenter de nouvelles choses ou de se mettre à un nouveau passe-temps, explique Facebook. La preuve, 55% des inscrits sur Facebook ont effectué un grand voyage après leur rupture. Bon, ok, nous n'avions pas attendu Facebook et ses études pour savoir qu'une personne bouleversée sera encline à opérer des changements dans sa vie. Demandez au coiffeur combien de clients en post-rupture viennent se teindre les cheveux. Mais Facebook pousse le concept un cran plus loin. C'est comme si le réseau social fournissait aux coiffeurs l'accès à des listes de personnes venant de se séparer. Encore 15 minutes avant le début du cours. J'ai le temps. Je me connecte à Tinder pour la première fois. L'application me demande de choisir mes photos de profil parmi celles de Facebook. Les parcourir me rassure. Je ne suis pas que cette gourdasse en t-shirt large par-dessus un legging trop vieux dont les élastiques percent à travers le tissu. Assise là, je me sens comme une algue bizarre dont les élastiques seraient les feuillages, une algue des fonds marins qui n'a pas de forme et que les courants traversent, sans qu'elle puisse réagir. Sur toutes ces images, j'affiche le même sourire, dans des postures qui mettent mon corps en valeur, où mes cheveux tombent comme j'aime, sans jamais de franges de travers ou de mèches qui frisottent, pas de bourrelet au ventre ou de cellulite sur les cuisses. J'ai du mal à croire que je suis une seule et même personne, que je suis à la fois cette algue et ce moi idéal. Je cherche quelle photo choisir pour cacher le mieux possible mes fonds marins glaciales, mes abysses, dans lesquels évoluent mes pensées les plus sombres, les plus honteuses et les plus répugnantes, comme ces poissons monstrueux qui ne voient jamais la lumière du jour et vivent terrés dans des épaves. Quand je rigole devant la Tate moderne, le musée d'art contemporain de Londres, avec cette belle écharpe bleue électrique, est-ce qu'on les voit les calmars géants de mes névroses? Et quand je remue ce vin chaud avec un chapeau de Mère Noël, est-ce que j'ai l'air d'avoir besoin d'amour?
Je m'arrête devant une photo de moi en canoë, les cheveux dans le vent, où l'on ne voit pas le gras de mes bras. Petit pincement, c'est mon ex qui a pris la photo. Est-ce que ça se fait de la choisir pour Tinder? Non, sûrement pas. Mais la photo est si belle. Si je rencontre mon nouvel amour grâce à cette photo, ce sera comme un cadeau qu'il m'a fait. Parviens-je à me convaincre, histoire de maquiller mon inélégance? Sur mon profil Tinder apparaissent mon âge et mon métier, informations directement importées de Facebook. J'écris 5 étoiles sur Blablacar dans le champ bio. Je suis fière de mon coup. Toutes les filles célibataires autour de la trentaine le savent. Il faut ruser pour ne pas être cataloguée comme une Bridget Jones. Je veux montrer que j'ai bien conscience d'être au supermarché de la shop, mais que cela m'amuse, que je suis au-dessus de ça. Il y a les gagnantes et les perdantes du célibat. Je le déplore, mais je le sais. Celles qui gèrent et celles qui subissent. Et si je veux espérer choper, même pour une nuit, même pour 1 heure, il faut appartenir à la première catégorie. Rien de mieux pour cela que de toiser le monde avec une certaine ironie. De toute façon, c'est vrai, je n'ai pas envie de rencontrer quelqu'un pour une relation sérieuse tout de suite. Je viens à peine d'emménager dans ma coloc. Je fantasme une vie faite de légèreté, de coups d'un soir, de pelles roulées à l'arrière d'un taxi parisien, de nuits de danse et de journées au lit. En sortant du club Med Gym, je m'achète une tenue de sport chez American Apparel. Le legging et le débardeur noir en coton basique, les plus chers que j'aurais jamais payés. Je m'en fiche, il me faut l'uniforme. Dans la queue pour accéder à la caisse, je me connecte à Tinder. Est-ce possible? Est-ce bien réel? Tout le monde me like. Tous ces hommes? Là, tous ces bruns, ces blonds, ces barbus, ces hipsters à lunettes, ils ne portent pas encore le bonnet retourné à l'époque. Tous ces vingtenaires, trentenaires conquérants, ils m'ont tous liké? En réalité, cela n'a rien d'exceptionnel. Une immense majorité des hommes, avant que Tinder ne limite le nombre de likes possible, swipent toutes les filles à droite et font le tri dans un second temps. Mais je gobe d'abord le mensonge. Et quel délicieux mensonge! Je laisse monter le shoot de narcissisme comme si on m'avait administré une drogue en intraveineuse. Je peux plaire à tant de mecs en même temps. Je regarde à nouveau mes photos de profil, et c'est vrai après tout, je comprends pourquoi. Je suis bonne. C'est vrai quoi. J'ai des papillons dans le ventre comme si je tombais amoureuse. Je suis loin d'être la seule à chercher du réconfort dans le reflet noir de mon téléphone. Selon une étude, les femmes utilisent davantage Tinder pour améliorer leur image d'elles-mêmes quand les hommes cherchent des rencontres ou des histoires d'un soir. J'ai d'abord été transportée. Chaque match vient comme un micro-pansement combler les failles de mon ego. Mes chevilles explosent à chaque notification. Je télécharge toutes les applications de dating. Il y a Happen, le concurrent français de Tinder. L'application se présente de façon différente, indique vouloir nous mettre en relation avec les gens qu'on aurait croisés mais pas osé aborder. Pas de swipe à gauche ou à droite ici, mais une liste de toutes les personnes à proximité. OkCupid, qui appartient à Match Group, la maison mère de Tinder, possède aussi une version web où l'on doit remplir un profil plus classique, répondre à des questions sur sa personnalité. Adopte un mec, le pionnier français, a dédramatisé les rencontres en ligne dès 2007 en se revendiquant féministe dans une campagne marketing présentant des femmes faisant leur marché parmi des hommes. Ma préférée reste Tinder, à cause du frisson provoqué par chaque match. Tous les matins, je me réveille et j'agrippe mon téléphone avant même de sortir de mon lit. Je veux savoir combien ils sont à m'écrire. J'enchaîne les dates. Je développe une technique. Je donne toujours un rendez-vous avec quelque chose à faire après. Par exemple, un apéro à 19h en expliquant que j'ai déjà un anniversaire ou un dîner à 20h30. Je me laisse ainsi une porte de sortie au cas où je m'ennuie ou suis mal à l'aise, car c'est, pour être honnête, quasiment tout le temps le cas. Je me dis que si le mec me plaît, il sera toujours temps de le voir une deuxième fois. J'ai beau m'amuser avec Tinder sur mon téléphone, quand j'ai un rencard au café, j'ai l'impression que tout le monde sait qu'on s'est rencontrés sur Internet et, quelque part, c'est encore un peu la honte. Et puis, ce n'est pas si simple de faire la conversation à un parfait inconnu. Je raconte toujours les mêmes choses. Oui, j'ai grandi en Bretagne, je suis venue à Paris après le bac, et toi, tu as grandi où? Oui, je suis journaliste, mais non, ne t'inquiète pas, je n'écris pas un article sur toi. Enfin, cette réponse n'est plus tout à fait vraie. Moi qui rêvais d'embrassades passionnées sur le pas de ma porte, pour l'instant, j'ai plutôt l'impression d'enchaîner des entretiens d'embauche. Mais je m'en moque, car je ne fais que tester mon pouvoir de séduction. Mes chevilles continuent d'enfler. Je n'ai plus du tout l'impression de faire tâche au club Med Gym, avec mes baskets roses assorties à ma brassière. Je consulte encore l'application entre les cours
et je repense en me prenant quasiment en pitié à ma première venue ici. Un vendredi après-midi, je suis là, assise dans l'escalier, ma bouteille d'eau à côté de moi, à échanger avec 4, 5, 6 hommes en même temps, dont je n'ai aujourd'hui absolument aucun souvenir. Je me sens si puissante, si maîtresse du jeu. Je me fais l'effet d'être ces femmes dont je rêvais la vie quand gamine je piquais le L de ma mère et lisais les témoignages de Chloé, 31 ans, attachée de presse, qui lâche en un sourire qu'elle n'a pas le temps pour l'amour avant de filer au bureau son latte pumpkin à la main. Ou quand j'écoutais les chansons de Vincent Delerme sur les filles de 1973 qui ont eu 30 ans quand j'en avais 17. Depuis mon premier jour sur Tinder, il me semble ne plus être une loseuse de l'amour. Tout au long de ma relation précédente, j'ai galéré. J'étais terrorisée, jalouse, en attente, puis coupable d'être jalouse. Et encore avant mon ex, pareil, aussi loin que je m'en souvienne en fait, je n'étais pas du bon côté. Là, j'ai l'impression d'être de celles qui détiennent les cartes, les codes, d'être une femme alpha, comme chez les louves, une chef de meute, ne plus être celle qui attend, fébrile, des réponses à ses messages, ne plus être celle qui court après. Enfin, j'ai purgé mon esprit de ces calmars géants. Tu fais partie du 1% de la beauté, de celles qui ont tout pour elles, me glisse par message un homme, et le pire, c'est que j'adore. Je suis enfin du bon côté de la hiérarchie, du bon côté de l'extension du domaine de la lutte. À force de frimer à la salle de sport, je suis gaulée comme jamais. Au printemps, je réalise un de mes plus grands rêves. Je m'achète un jean slim en taille 36. Un jean bleu clair, Zara, que je continuerai à porter même quand il sera devenu trop petit. Pour certaines filles, cela ne représente qu'une taille de pantalon. Pour moi, c'est le Graal. J'ai les larmes aux yeux en sortant de la boutique. Je suis au moins aussi heureuse que pour mon bac, mon entrée à Sciences Po, mon permis de conduire, mon premier appart toute seule, mon premier article publié, et je ne vois pas du tout où est le problème. Je ne parle pas ici du plaisir de faire du sport, de finir une course, de se dépasser ou que sais-je encore. Non, non, ce jour-là, je pleure de joie parce que la taille de mon cul correspond enfin à la taille du beau cul officiel. J'étais une gamine bouboule, et il me semble enfin prendre ma revanche sur tous les abrutis de la cour de récré. Je ne me rends pas compte que je ne prends aucune revanche, puisque je rejoins leur cohorte et que je m'insulte moi aussi, que j'insulte la femme que j'étais il y a quelques semaines, celle qui portait du 40, et celle que je redeviendrai très vite, évidemment. J'insulte aussi, dans le même temps, toutes les femmes qui ne font pas du 36, puisque je me sens si supérieure à elles toutes. Oui, il me faut être honnête, je jubile. Je pleure de joie alors que je capitule. Je viens d'entériner le fait que c'est à moi de dépenser mon argent, mon temps et mon énergie pour me plier aux normes qu'on m'impose. Je suis si heureuse d'adapter mon corps pour qu'il corresponde à un objet, je n'imagine même plus que c'est aux objets de s'adapter à moi. Je pleure de joie alors que je comprendrai plus tard que je ne me suis jamais autant manqué de respect. Je suis le toutou du patriarcat, pressée d'exhiber mon conformisme en remuant la queue, la bonne élève du capitalisme sexuel. Mais je ne me pose plus aucune de ces questions puisque, à force de barboter dans mon ego high, comme un petit cochon dans la boue, j'ai anesthésié mon cerveau. Je ne vais pas tarder à redescendre. Deuxième chapitre. Note secrète. Au Figaro.fr, où j'ai travaillé pendant 3 ans, la conférence de rédaction commence à 8h45. J'arrive un peu plus tôt pour avoir le temps de consulter l'actualité afin de proposer des sujets. Ce matin-là, je passe en revue les sites d'infos américains dans l'espoir de dégoter quelque chose à raconter en conf. Panne sèche de mon côté. Mais un article m'interpelle sur le site Fast Company, un magazine américain de business genre Capital. J'ai découvert ma note secrète de désirabilité sur Tinder et je le regrette. Austin Carr, l'auteur du papier, un article, en jargon journalistique, rencontre Sean Rad, cofondateur et alors PDG de Tinder, pour rédiger son portrait. Austin Carr raconte qu'il a appris l'existence d'un système de classement interne des utilisateurs de Tinder à l'occasion d'un dîner avec Sean Rad, durant lequel ce dernier se vante d'avoir un meilleur score que les autres. Chaque utilisateur de Tinder est donc noté en fonction de sa désirabilité. Quoi ? Je savais qu'Uber notait ses passagers, d'ailleurs je m'amuse régulièrement à comparer ma note avec mes amis. Tinder aussi ? Ce n'est pas une simple mesure de la beauté, explique Sean Rad dans l'article. Il ne s'agit pas juste de calculer le nombre de personnes qui ont swipé à droite sur vos photos. C'est un système très complexe pour évaluer la désirabilité d'un profil. Nous avons mis 2 mois et demi à construire cet algorithme car un grand nombre de facteurs sont pris en compte.
Chaque utilisateur possède donc un Elo Score. Ce terme désigne, à la base, le système mondial de classement des joueurs d'échecs. Le Elo Score fait partie d'une branche spécifique des mathématiques, la théorie des jeux, qui étudie et tente de modéliser les choix des individus en interaction. Cette évaluation a été imaginée au début du XXe siècle par Arpad Elo, un Hongro-américain, grand joueur d'échecs et aussi professeur de physique. Le système a depuis inspiré de nombreux modèles de classement dans les jeux, comme dans les compétitions de Scrabble ou de backgammon, mais aussi dans le sport. La FIFA a également indiqué en juin 2018 qu'elle allait changer son système de notation des joueurs pour appliquer un Elo Score. Un Elo Score est une cote attribuée à chaque individu en fonction de ses performances passées dans un domaine. Par exemple, un joueur de foot obtient des points quand il marque des buts ou remporte des matchs. Mais comme il est plus dur de gagner contre le Bayern Munich que contre Guingamp, chaque match remporté ne vaut pas le même nombre de points. Plus c'est dur, plus ça rapporte. Idem si vous perdez contre une équipe considérée comme en dessous de votre cote. Dans le jeu vidéo World of Warcraft, quand vous affrontez quelqu'un avec un très bon score, à la fin, vous obtenez plus de points que si vous affrontez quelqu'un avec un moins bon score, explique dans cet article de Fast Company le responsable produit Tinder. Il faut donc comprendre que chaque fois que votre profil est présenté à une personne, se joue un mini-tournoi, comme un match de foot ou une partie d'échecs. D'ailleurs, le responsable produit de Tinder le précise dans l'article. Quand votre profil est montré à quelqu'un, vous êtes matché contre quelqu'un d'autre. Si la personne contre vous a une cote haute et vous like, vous gagnez des points. Si elle a une cote basse et vous ignore, vous en perdez. À ce niveau de l'article, je suis déjà en colère. À quel moment de notre inscription, Tinder nous prévient que l'application vire à la compétition? Comment est calculée ma cote au départ? Où se trouve notre intérêt en tant qu'utilisateur dans ce système de fonctionnement? Pourquoi n'avons-nous pas accès à cette note? Le reste de ma lecture va m'achever. Après avoir copieusement mis en scène sa complicité avec Sean Rad qui le taquine toute la soirée, le journaliste finit par se rendre dans les locaux de Tinder pour consulter sa note. À aucun moment ce dernier ne questionne la légitimité ou la légalité d'un tel classement. Derrière chacun de ces mots, j'entends mon exclusion. Notre exclusion à tous du petit cercle de la Silicon Valley qui se taquine en dînant avant de se révéler des informations dont nous, simples utilisateurs, ignorons même l'existence. Il a donc rendez-vous avec la team Data Analytics. Austin Carr interroge l'équipe. Est-ce que les informations que vous allez me donner vont blesser mon ego? C'est tout? C'est la seule question qu'il pose à l'équipe Data Analytics? Non pas comment sont évalués les profils, pourquoi, où sont stockées ces données, à qui appartiennent-elles, combien de temps les stockez-vous, les vendez-vous à des publicitaires? Parce que oui, tiens, vendre une liste de femmes qui passent leur journée à se prendre des râteaux sur Tinder, je suis sûre que ça intéresse des marques de produits cosmétiques, des chaînes de salles de sport ou même d'autres sites de dating, qui pourront alors les interpeller avec une campagne de publicité ciblée « Fatigué par Tinder ?» Je me lève pour participer à la conférence de rédaction. Je n'écoute rien et ne propose aucun sujet, je me sens coupable. Mais je ne cesse de penser à cette histoire de notes. Je prends mon téléphone pour continuer en douce la lecture de l'article. Est-ce que tu veux vraiment savoir? Pas sûr, lui lance Solly Nolan de l'équipe Data Analytics. Ce n'est pas rien d'avoir accès à ces informations personnelles. Vous allez découvrir combien de personnes vous avez swipé à droite, mais aussi combien de personnes ont swipé à gauche sur votre profil. Austin Carr a finalement un score de 946, soit une note moyenne haute. On ne sait pas réellement à quoi correspond son 946. Sur combien, quelle est l'échelle? Puisque notre note évolue à chaque fois que notre profil est présenté à quelqu'un d'autre, combien de fois par jour, par heure, par minute, par seconde même, est-elle actualisée? Les questions demeurent en suspens, puisque l'article est construit autour de l'ego de son auteur, qui explique être ressorti malmené de l'expérience et regrette d'avoir demandé sa note. Je me demande si une journaliste femme aurait réagi autrement. Ne sommes-nous pas déjà tellement habitués à être évalués sur notre physique? Selon une étude menée par l'Université du Nord Texas, les applications de dating comme Tinder affecteraient l'ego des hommes en les mettant en position féminine. Les hommes se retrouvent dans une situation que les femmes expérimentent souvent, celle d'être évaluées et jugées sur leur apparence uniquement, expliquent les chercheurs. De leur côté, les femmes ont intériorisé des canons de beauté inatteignables, donc elles souffrent depuis des années de problèmes de confiance en elles et ont tendance à se self-objectiver. Je me souviens très bien, moi, de ma première expérience de self-objectivation. J'ai 15 ans, Zoé, que je connais depuis la 4e, m'a écrit une lettre. À chaque fois que nous sommes séparés pendant les vacances scolaires,
Nous nous écrivons de longues lettres au stylo rose, bleu ou vert sur nos copies doubles et nous changeons de couleur au cours de la lettre. J'étais, et je suis toujours, un peu jalouse de la beauté et de l'assurance de Zoé. Je suis en vacances au ski. J'attends mes parents partis faire des courses dans la voiture, ravie de pouvoir lire la dernière lettre de Zoé tranquille, à la lumière des boutiques autour de ce petit village perché à flanc de montagne. Il fait encore chaud dans la voiture, alors que la température est négative dehors, et doucement, je sens l'odeur du froid pénétrer l'habitacle par les interstices de la porte. Bientôt, ma respiration fera de la fumée, même à l'intérieur. Je souris tout le temps car on vient de m'enlever mes bagues et je suis trop fière de mes nouvelles dents. J'attrape une clémentine restée dans le véhicule toute la journée. Elle est toute glacée, je peine à l'éplucher. Ma main embrasse la chair froide du fruit et je parviens à en décrocher un quartier gelé qui fond dans ma bouche à mesure que je lis la lettre. Je me souviens mal de ce qu'elle me racontait, à part qu'elle avait passé une après-midi au parc avec Tristan, un mec de notre classe. Tristan avait donné des notes aux filles de la bande. Ça, en revanche, je m'en souviens parfaitement. Je me rappelle l'écriture toute ronde de Zoé, les lettres tracées en vert dans ce paragraphe. Elle avait même une trousse transparente dédiée à ses stylos à l'encre parfumée. Celui-là était-il à la pomme? Zoé avait 9,5. Zoé a toute sa vie été un 9,5. Et je me suis presque... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.